Polysécure, épisode sur l'actualité du 14 septembre 2025. Cette semaine, la semaine qui est passée est une semaine très intense avec le GoSec et le B-Side, deux excellents événements. Merci à ceux qui sont venus me voir, c'était très sympathique de pouvoir vous parler. Puis, bref, d'être en contact un peu avec le terrain, de pas juste cacher en arrière de mon micro. Shameless plug, ce qui s'en vient, c'est Objective by DC 12 au 17 octobre, AttackCon du 14 au 15 octobre, le forum InCyber Canada le 14 et 15, code rabais dans les show notes, dans lequel je vais faire animer 2 panels et être participant dans un 3e. Rendez-vous, il y a le 10 et le 12 novembre prochain, 17 au 20 novembre, European Cyber Week. Et le retour de Secure le 25 et 26 février. Nous sommes sur le point de faire des annonces. Nous avons commencé à planifier un certain nombre de choses. Donc, c'est très hâte de vous partager ça. Avec les nouvelles maintenant, j'ai divisé cette fois-ci en plusieurs. Puis là, bref, on va explorer l'univers et à chaque fois que je fais ça. Premier bloc, c'est sur Apple. Apple a sorti un nouveau iPhone, un nouveau iOS, et ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant. Puis là, ça me donne quasiment le goût de migrer de mon très vieux iPhone maintenant à cette nouvelle version-là. C'est l'ajout de l'intégrité de mémoire autant sur le iOS que sur le matériel, ce qui permet de réduire la probabilité d'attaque qui est faite. Par ailleurs, je ne suis pas une cible particulièrement juteuse, donc je sais pas, c'est pas pour moi que c'est principalement fait. C'est plus pour des cibles de plus haut calibre, mais il demeure que c'est toujours bien d'avoir un élément mieux sécurisé, mieux protégé, donc ça met un peu d'intérêt de ça. Là. Puis ceux qui sont intéressés dans les détails, d'aller voir l'article dans les show notes, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils ont avancé cet élément-là pour mieux protéger leur système d'exploitation et protéger incidemment les utilisateurs. En continuant aussi sur dans l'univers Apple, il y a des invitations à cloud qui sont utilisées pour ficher les gens. On l'a vu beaucoup avec Google aussi. iCloud n'est pas à l'abri de ce genre de choses-là. C'est un peu emmerdant parce que ça vient s'inscrire dans ton calendrier et puis tu n'es pas capable de trop faire quoi avec. Et donc, ça met ce genre de situation-là en place et donc expose à des risques supplémentaires les gens qui ne sont pas éveillés ou qu'on est distrait, on tombe là-dedans. Donc, d'être vigilant, faire attention. Si vous êtes de ceux-là. Et finalement, il y a un backdoor qui est le backdoor Chill L qui fait resurface, qui resurface et justement qui met en évidence le fait que Apple est de plus en plus attrayant, ou les systèmes de exploitation Apple sont de plus en plus attrayants pour les attaquants. Donc, d'être plus vigilant, de ne pas présumer qu'on se protège. Il y a déjà des mécanismes en place, c'est quand même bien, mais il y en a d'autres et la vigilance est toujours de mise. Objective, si est une compagnie de cyber pour Mac, eh bien, il y a d'autres produits, donc de commencer à quand même regarder ce qu'il y a disponible pour protéger de plus en plus votre Mac, essentiellement. Maintenant, passons à Microsoft qui a subi quand même une pas très bonne semaine, si on veut, à plusieurs égards. Il y a eu les correctifs qui sont sortis le mardi de septembre. Beaucoup de correctifs, des correctifs de très bas niveau à mettre, des 0D, et ainsi de suite. Donc, très important de mettre à jour justement pour corriger tout votre parc Windows. Principalement, et de ça est sorti aussi le fait que c'est un sénateur américain qui blâme Microsoft de certaine forme de négligence, si on veut. Ça ne pas sans rappeler le fait que Microsoft avait été ou subi un certain nombre de critiques dans les fin des années 90 qui avait amené à un système d'exploitation plutôt gruyère, à un système d'exploitation plutôt robuste qui en est sorti de cette époque-là. Ce qu'on voit présentement, c'est probablement un relâchement, comme on voit dans d'autres secteurs, quand on est de moins en moins mis à risque. On a tendance de moins en moins à mettre d'efforts pour sécuriser. Donc, je pense que Microsoft est juste victime de son succès initial et ne remet pas les éléments en place. Il y a aussi des éléments, puis là, c'est le carbo roasting qui est essentiellement la faille qui soulève tout cet élément-là avec des vieux algos
qui aurait dû être mis désuet depuis très très longtemps. Puis ça, c'est aussi la volonté de Microsoft de maintenir sa compatibilité vers l'arrière, donc vers les systèmes plus legacy. Donc on avait jusqu'à tout récemment encore du NTLM version 1, on avait encore des éléments comme ça qui existent ou des petits passe-droits qui sont là pour faciliter l'utilisation qui, à somme toute, sont là. Donc, il y a comme un choix à faire, puis Microsoft, je trouve fort, fait le choix de faciliter les différents éléments. Puis l'autre face à ça, c'est la force du marché qui a un impact. Comme on l'a vu dans les années 90, la force du marché a eu un impact sur Microsoft pour se ressaisir au niveau de la sécurité de son système d'exploitation. Je pense que cette force de marché-là doit rappeler à Microsoft que c'est important et qu'on en a besoin de ce temps et de cette énergie-là qui est déployée pour sécuriser son système d'exploitation principal. Et ainsi, bon, bref. Arrêtons là sur cet élément-là. Il y a quand même. C'est pas nouveau. Pour les vieux de la vieille, c'est pas nouveau, ce genre de choses-là, mais c'est bien qu'on rappelle. Dans la même veine, Microsoft a déployé, ça c'est l'autre côté, parce que autant il se fait blaster d'un côté, de l'autre côté, il met des mesures très intéressantes. Dans Teams, maintenant, ceux qui ont les Defender for Office vont voir les liens dans Teams, dans les chats privés. Les liens hostiles vont être avertis. En fait, qu'on va éviter de cliquer sur... En tout cas, avertir l'utilisateur pour éviter qu'il clique sur les liens malicieux. Donc, quand même, on voit quand même qu'il y a quand même un effort assez grand de ce côté-là pour sécuriser la plateforme, même si de l'autre côté, l'OS est peut-être moins cajolé sur ce côté-là. Câbles sous-marins qui ont été coupés, ce qui a des impacts sur Microsoft. Dans ce cas-ci, c'est pas que Microsoft, mais les nouvelles principalement de Microsoft qui est affecté par les câbles de la mer Rouge qui ont été coupés. Donc, c'est un élément important. Puis, de plus en plus, on va recevoir ce genre de choses-là. Avec la montée de l'hostilité qu'on voit à travers le monde, c'est facile d'aller couper des câbles, puisque c'est des choses qui sont un peu plus difficiles à protéger que d'autres éléments. Donc, il est possible d'avoir des pannes. Donc, juste de s'assurer que les liens vers vos centres de données, vos services infonuagiques ne passent pas par des câbles sous-marins où il y a des éléments de redondance qui vous permettent de contourner cet élément-là, puisque ça va devenir de plus en plus présent, ce genre de problème-là. Et finalement, ironie, Microsoft fait une requête de retour au bureau, principalement pour beaucoup de ses employés. Cette compagnie qui a mis Teams de l'avant, qui est l'outil principal qu'on utilise, qui est censé être le nec plus ultra de la collaboration en ligne. C'est un peu ironique de voir ce genre de compagnie-là faire ça. Ils ne sont pas les seuls. Zoom aussi avait fait ce genre de retour-là. Donc, c'est un peu particulier de voir ces compagnies-là qui font leur pain, leur beurre sur le télétravail et de l'autre côté, de couper le dit télétravail. Donc, c'est un peu fascinant, ces éléments-là. Donc, matière à réflexion pour tout le monde sur ça. Et peut-être de revoir comment les choses vont sans nécessairement abolir le télétravail, mais peut-être réfléchir les grands principes, mais sans devoir nécessairement de retour, parce que moi, je suis très favorable au télétravail parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais une réflexion plus profonde sur ça, plus que donner des règles arbitraires, en tout cas en apparence arbitraire comme celle-là. Section suivante, le supply chain. Là, j'ai juste une petite nouvelle, mais au niveau de NPM, où qui s'est fait il y a un dépôt principal qui s'est fait attaquer. Il y a eu de l'injection de code là-dedans, donc c'est un rappel que c'est très important de protéger nos dépôts de code, surtout pour les bibliothèques qui sont utilisées par beaucoup d'autres produits. Ça nous rappelle cet élément-là. Et l'autre pendant à ça, ce qui est très drôle, c'est que l'attaquant n'a réussi probablement qu'à extraire l'équivalent de 200$ de cette attaque-là. Je ne sais pas si le degré de sophistication de l'attaque est très élevé, mais par ailleurs, si on voit ce genre de choses-là, puis dans plusieurs incidents dans lesquels j'ai à intervenir, je vois souvent que les attaquants brûlent rapidement leur point d'entrée dans les réseaux ou dans les attaques qu'ils exécutent parce qu'ils sont comme pressés de consommer. Donc, on est vraiment dans un contexte, souvent probablement des jeunes inexpérimentés ou des groupes qui veulent juste faire de l'argent rapidement puis ils se foutent un peu du restant. Donc, c'est un peu un élément important. Mais un rappel assez important du supply chain. Cette semaine, il n'y a pas vraiment de nouvelles supplémentaires sur Drift en Salesforce et ainsi de suite, celle-là.
Cependant, il y a encore des conséquences à ça, puis ça va probablement nous suivre encore très très longtemps. Volet défensif, un peu plus garni cette fois-ci. Le changement de sécurité au niveau de Kubernetes, la façon que tout ça est amené, le changement. Et dans ce cas-ci, c'est la distribution Talos qui met de l'avant vraiment un Linux qui est 100% fait pour rouler du Kubernetes et inclut beaucoup plus d'éléments de sécurité built-in, préfaits, préconfigurés à l'intérieur. Donc, augmente de par le fait d'offrir par défaut une meilleure sécurité. Donc, c'est une très bonne chose. C'est des très belles initiatives de voir des groupes comme ça ou des distributions spécialisées qui mettent de l'avant ce type de configuration par défaut. Fait que Kubernetes ne peut pas être sécuritaire, mais un peu comme ce qu'on voit beaucoup avec Microsoft, notamment, la configuration par défaut n'est pas sécuritaire. Elle est très ouverte, très permissive pour permettre le plus de fonctions possibles et de fermer au besoin. Mais dans ce cas-ci, Talos va de l'autre côté, donc referme l'ensemble des choses et va construire, ouvrir de l'autre côté. Donc, c'est une façon très, à mon avis, pratique de voir la sécurité. Tailguard, solution en Docker de faire rouler Tailscale et WireGuard, qui sont deux modules. WireGuard étant le protocole, le VPN moderne et le plus, à mon sens, le plus efficace et que j'aime beaucoup par ailleurs, mais assez sec à configurer, peu de souplesse. Et Tailscale permet justement d'avoir amené la souplesse ensemble. Donc, on est dans un contexte d'un mix qui est très intéressant pour ceux qui veulent déployer de plus en plus de VPN dans des contextes de communication sur des réseaux moins sécuritaires. Fuite de données sur le grand firewall de la Chine. Il y a beaucoup d'informations qui ont fuité. C'est intéressant de voir que ça a fuité. Il n'y a pas eu d'analyse encore très approfondie de ce qui est à l'intérieur de cette fuite de données-là, du fonctionnement de ce grand firewall-là. Ça va être intéressant de voir ce qui va découler dans les prochaines semaines. J'imagine que les chercheurs vont s'y attarder, ils vont sortir de l'information qui va nous permettre de creuser le fonctionnement de ces éléments-là, de censure aussi, puis de voir comment ça fonctionne. C'est un peu un jeu de chat et la souris, dans le fond, où les personnes essaient de contourner cette grande muraille de censure-là. Et de l'autre côté, d'assurer le contrôle de celle-ci là, par la volonté de contrôle de l'information du gouvernement chinois. Signal vient de proposer une sauvegarde semi-automatique, si on va dire, d'environ 100 MB, incluse à même tous les forfaits, pour, lorsqu'on change de téléphone, de faire revenir les messages. Donc, d'avoir un contenu de ce que c'est. Je l'ai mis dans la section défensive, mais en même temps, il y a des gens qui sont un peu outrés de ça, de voir leur message sauvegardé dans un serveur tiers. Je n'ai pas de doute que Signal met les meilleurs moyens dans leur blog. Ils expliquent comment ils font le backup pour qu'il soit sécuritaire ou autant le plus sécuritaire possible. Protéger l'information, mais là, on traduit de plus en plus de morceaux de pièces mobiles dans l'élément de configuration ou en tout cas dans l'élément qui est là. Donc, on s'expose de plus en plus de risques d'exposition, de problèmes. On l'a vu avec le SignalGate aux États-Unis. On a vu chez la compagnie qui sauvegardait aussi les messages pour le gouvernement américain. Donc, on a plein d'éléments comme ça qu'on rajoute des faiblesses dans le système. Donc, on augmente les probabilités. Fait que c'est à voir comment ça va se découler. Puis, ça amène aussi beaucoup de questions sur la confiance qu'on a face aux personnes avec qui on parle de l'autre côté. On parle notamment des messages éphémères et de toutes ces affaires-là. Donc, on est dans un contexte où il y a l'attraction entre les besoins des utilisateurs et le besoin de sécurité est en conflit, donc de voir comment c'est fait. Quitte à voir comment on peut configurer. J'ai pas un Android, j'ai pas pu voir comment qu'est-ce que ça a comme effet. Parce que c'est difficile que pour Android pour le moment. Donc de voir comment tout ça va se matérialiser dans le temps et voir comment on fait ça et voir à quel point s'il y a un potentiel pour affaiblir la sécurité de ce côté-là ou de mettre une nouvelle place de problème. Nouvelle suivante, Graphene OS dispose maintenant de tous les éléments, les patchs de sécurité ou les bulletins de sécurité d'Android.
ce qui est une bonne nouvelle en soi pour assurer que ce système d'exploitation-là, qui est plus axé sur la vie privée, qui est normalement détaché de l'environnement Google, permet de fonctionner sur téléphone Android. Donc, c'est une belle nouvelle là, de savoir que maintenant, ils ont accès en avance aux différents éléments pour permettre de mettre des correctifs de sécurité sur ce système d'exploitation-là pour les téléphones, pour les gens qui veulent vivre un peu en dehors de l'écosystème Google. MIPS vient de sortir une nouvelle version. J'en profite justement pour parler de MIPS parce que j'aime beaucoup ce système d'échange d'informations interorganisation, justement, pour partager des indicateurs d'attaque, donc d'accélérer notre capacité de réponse. Donc, ils ont sorti une nouvelle version avec des capacités de corrélation qui ont été améliorées et des correctifs comme d'habitude. Les acteurs, un threat actor a installé, j'imagine par erreur, un EDR sur son système et ça a permis à la firme de voir une vue très claire, en tout cas technique, et avec la télémétrie que le DR retourne, qu'est-ce que les attaquants font, comment c'est quoi leur rituel et ainsi de suite. Donc, ça permet de voir ce genre de choses-là. Je vous laisse aller voir l'article qui est dans les choses, c'est très intéressant. On voit aussi qu'ils utilisent beaucoup d'outils classiques, du type Bloodhound, Elvogenix, et ainsi de suite. Donc, ils ne sortent jamais de choses il n'y a pas de sortie de choses extraordinaires. Par ailleurs, ça nous indique que notre hygiène de base doit être faite puisque ces outils-là, généralement, sont bloqués ou semi-bloqués par l'hygiène de base qu'on peut appliquer dans nos infrastructures, dans l'habitude de nos utilisateurs et ainsi de suite. Donc, d'aller vers ça, c'est un rappel sévère comme ça, mais c'est aussi une belle vue de cet univers-là qui est un peu obscur pour certains ou plus mystérieux pour certains, mais ça demeure des travailleurs, travailleurs du mal. On peut le faire comme ça. Puis ça fait justement une basculer vers le volet offensif ou en tout cas de tout ce qui était un peu plus des attaques. Jaguar Land Rover a subi une attaque qui est quand même assez massive avec de la fuite de données à l'intérieur de celle-ci. Ça l'amène des arrêts de production, des arrêts de beaucoup de leur système pour remettre à l'endroit. C'est un rappel, puis pas que sont pas bons. L'élément, c'est que ça rappelle qu'un incident a des impacts très importants, que le cloisonnement des systèmes est très important aussi, puis d'éviter le passage d'un à l'autre parce que c'est facile, ça facilite les choses, jusqu'à temps que les choses n'aillent pas bien. Fait de réduire la zone de déflagration est toujours très importante pour limiter les dommages. Parce que si, de toute apparence, c'est pas fait comme ça. Donc, il y a eu la déflagration est quand même assez grande, mais on bloque beaucoup d'éléments comme ça. Puis c'est des arrêts, puis pour des usines de cette nature-là, ça a des impacts financiers très, très importants, puisqu'une chaîne de production qui arrête on parle souvent de millions, c'est pas de centaines de millions de dollars de pertes journalières de par le fait qu'ils ne sont pas capables de sortir du contenu de ces chaînes de production-là. Donc, d'être très vigilant. Puis c'est pour les compagnies qui travaillent plus dans l'industriel, ben c'est aussi un rappel que faudrait séparer les réseaux de production des réseaux de bureautique ou d'administration, justement pour limiter l'arrêt de la production. Dans ce cas-ci, comme un peu dans le cas de Colonial Pipeline, où c'était seulement le système administratif qui avait été touché. Les systèmes de production n'avaient pas été touchés et avaient permis de continuer à produire des produits dérivés du pétrole sans conséquence, même s'il y a un peu de stress social. Dans ce cas-ci, c'est de toute apparence pas le cas. Donc, c'est un rappel assez important de faire ça. Salty 2FA, un kit pour les malveillants qui est de Enterprise Grade, de niveau entreprise. Là, on voit de plus en plus aussi la professionnalisation des attaquants avec des services clés en main, avec des métriques, des KPI, des tableaux de bord. Donc ça en a un autre qui inclut beaucoup de petits outils, de choses mécaniques qui les attaquants ne connaissent même plus. Notamment, ils font la référence à la création et rotation des domaines et ainsi de suite, qui est automatique et mise en place. Donc, on a des équipes de développement spécialisées. Donc, il y a des toolkits comme ça qui facilitent la vie des gens qui envoient des phishing et qui envoient des attaques de cette nature-là. Donc, on ne réduit pas. Par ailleurs, comme la façon que c'est monté, il demeure que, puis encore une fois, l'hygiène de base, quand les deux facteurs sont bien en place, quand les vérifications de base sont faites,
ces méthodes d'attaque-là demeurent quand même à une capacité réduite, mais ils demeurent qui s'appuient sur les compagnies qui n'ont pas mis suffisamment d'investissement cyber et pas suffisamment, c'est-à-dire pratiquement zéro. Donc, ça les met très à risque. Le tout est fait étant une très bonne mesure, même si le toolkit est fait pour attaquer ce genre d'attaque-là, ce genre de mesures de protection-là, excusez. Ça va amener des évolutions plus vers l'avant, mais pour le moment, c'est quand même un excellent moyen de se défendre contre la plupart du phishing qu'on voit. Nouvelle suivante, les caméras des bodycams des policiers envoient des informations dans un cloud chinois. C'est un rappel de faire attention à comment on utilise, consomme, achète ce genre de produits-là, comment c'est fait. Et si ces informations-là peuvent fuiter ailleurs. En l'occurrence, ça le fait dans ce cas-ci. Les choses, ils ne parlent pas de la vidéo elle-même, mais quand même des méthodes d'attaque qui sont remontées dans un cloud chinois. Ici, c'est pas que les Chinois sont méchants, c'est que le gouvernement chinois a accès à toutes les informations. Donc, les lois d'accès à la protection des données sont quasi inexistantes en Chine. Donc, on ne peut pas faire confiance aux compagnies de protéger nos données contre le regard de l'État. Et comme l'État a un appétit très grand, principalement contre les Américains à l'heure actuelle, on se retrouve dans une situation qui peut être un peu plus compliquée à ce moment-là. Donc, de bien regarder ces éléments-là, quitte à verrouiller les communications vers l'extérieur pour éviter cette fuite de données-là. C'est pas sans rappeler Huawei avec les Hikvision puis Huawei qui sont généralement visés par ce type d'allégation-là de fuite d'informations, de remontée d'informations vers la Chine. Donc ça en a un cas réel et documenté de cette nature-là, pas juste un épouvantail qu'on sort et qu'on n'a pas vraiment de données tangibles qui démontrent ces choses-là, ou en tout cas la façon de le démontrer est très compliquée puisque les méthodes d'exfiltration des Chinois sont particulièrement efficaces et difficiles à saisir. L'utilisation de publicité pour la propagande, autant sur Google que sur Facebook, on voit de plus en plus les groupes extrémistes ou les gouvernements qui agissent de façon hostile d'utiliser les publicités qui ne sont pas nécessairement faciles à détecter pour couramment ou de remarquer. Puisque la façon que c'est fait, les bannières qui indiquent que c'est une publicité ne sont pas toujours très évidentes ou ne permettent pas nécessairement de déceler rapidement si c'est une publicité ou pas. Et la plupart des gens lisent ça comme si c'était dans leur fil principal. Là, on regarde au niveau de Facebook. Puis ils tombent d'ailleurs dans les pièges de certains attaquants avec les fausses nouvelles qu'une vedette québécoise a été arnaquée. Ouais, fait qu'ils tombent dans ces pièges-là. Donc, l'usage de ces publicités-là a un risque assez important de manipulation de la perception des gens, l'usage ou la désinformation, fake news, ainsi de suite. Donc, c'est un peu malheureux et il va falloir qu'on ait une forme de législation, j'imagine, pour réduire ou atténuer ce genre de risque-là pour que l'opinion publique ne se fasse pas influencer par des gens qui n'ont pas nécessairement des objectifs louables dans ce cas-ci. Donc, d'arriver avec ce genre de choses-là, avec des élections qui sont de plus en plus manipulées par les messages, les fermes de désinformation, ainsi de suite. Ben, si on le voit également dans Google et Facebook, la bataille est pas à notre avantage pour le moment pour avoir de la bonne information et de l'information qui est non dirigée pour nous faire changer d'avis ou d'avoir une perception du monde qui n'est pas en lien avec le réel, si on veut. L'attaque Spectre qui était pour les CPU, on le voit réapparaître. Et certaines démonstrations d'attaques faites sur des fermes cloud. C'est principalement l'intérêt de cette attaque-là, parce que dans un contexte de centre de données privé, l'effet est beaucoup moindre. Cette fuite d'informations-là qui est de par le CPU a beaucoup moins d'intérêt ou est beaucoup moins payante. C'est vraiment l'explosion de la mutualisation des services qui augmente ça, puisqu'on est capable d'aller chercher des informations à côté. Ça ne va pas très, très vite. C'est à 32 bits seconde.
Mais quand même, on est capable d'aller chercher des clés de chiffrement, on est capable de chercher un certain nombre d'informations qui peuvent nous amener à faire des attaques beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus loin. Donc, on est vraiment dans des environnements plus cloud où on est capable de faire des mouvements latéraux pour aller chercher les données des autres. Dans la mesure où ça, c'est visible, dans un contexte de data center privé, là, c'est un peu plus difficile si vous isolez correctement vos environnements, ce qui est exposé, ou si vous exposez littéralement rien, le risque que l'attaquant soit rendu à l'intérieur de votre infrastructure pour aller chercher ce genre de choses-là. Si l'attaquant est déjà dans votre infrastructure, pas convaincu qu'il va utiliser une attaque aussi compliquée que celle de Spectre pour aller chercher les données, mais bon, on ne sait jamais, c'est tout valider, mesurer à quel point c'est important de protéger ou de patcher vos CPU pour faire ça. Puis il y a un élément important associé à ça, c'est qu'il y a une perte de performance non négligeable associée à l'application de ces correctifs-là. Donc, d'être évalué le risque par rapport à ça. Dernière nouvelle offensif, mais j'aurais peut-être dû la mettre ailleurs, finalement, je m'en rends compte. Il y a une vulnérabilité sur le module MCP Inspector. C'est un rappel que tout ce qui se développe en AI ou toutes les avancées comme ça ne respectent pas les bonnes pratiques de développement dans lesquelles on est habitué. C'est comme un champ tout nouveau. On recommence encore une fois. C'est la 4e fois que je vois la même histoire. Mais c'est un exemple. Fait que soyez très prudents avec tout ce qui est MCP pour vous brancher vos modèles, vos agents AI, parce que vous pouvez vous faire attaquer de différentes façons. Et notamment celle-ci. Puis de toute façon, je tombe dans la section AI à ce moment-là. Et ce qui amène aussi au fait que en basculant, il y a Cursor, qui est l'interface de codage de vibe coding qui est très reconnue, qui est très utile. Et celle-ci aussi, elle est vulnérable aux attaques, puisque c'est possible de faire exécuter à distance du code sur Cursor. Donc, si vous avez des dépôts de code que vous utilisez ou des éléments comme ça, vous pouvez vous mettre à risque qu'il puisse exécuter des éléments sur votre machine, donc d'influencer le code, d'influencer tout ce que ça en est. Donc, d'être vigilant de ce côté-là, de s'assurer de ne pas rouler des choses que vous ne maîtrisez pas bien avec Cursor, puis de corriger cette vulnérabilité-là. Mais l'élément d'automatisation associé avec pas juste Cursor, mais tout ce qui est du AI ou du vibe coding est de plus en plus à risque, puisque on le voit avec le fait qu'il y a des bases de données de prod qui ont été effacées. Il y a une panoplie de choses qui arrivent de ce côté-là. Fait qu'il faut être très prudent, il faut être très vigilant justement pour ne pas se ramasser avec des situations qui nous pourraient être problématiques. Les MCP le sont. Cursor, le plus utilisé, peut devenir un vecteur d'attaque, donc d'être prudent. Ce qui amène aussi au fait que de plus en plus d'attaquants, pas d'attaquants, mais de personnes sont maintenant payées à corriger toutes les erreurs du vibe coding qui est fait. Fait que tout le monde commence à constater que le vibe coding atteint des limites, du moins pour les données, pour les programmes de production. Donc, on est en train de tomber d'avoir un pivot vers le fait que maintenant, on a des spécialistes de nettoyage de code produit par du vibe coding. De mon expérience, puis de ce que je connais autour de moi, le vibe coding, c'est bien pour des systèmes internes-ish, des preuves de concept, des scripts rapides qu'on doit coder. Du moment qu'on tombe dans des systèmes de production, il n'y a pas de... Il n'y a pas lieu encore d'utiliser ça parce que c'est dangereux, parce qu'il ne fait pas de configuration correcte, il ne vérifie pas. Il fait beaucoup d'erreurs, son code est zéro optimisé, et ainsi de suite. Donc, il y a un paquet de problèmes encore à ce jour associés avec le vibe coding. Et on prend l'exemple de T, par exemple, qui a été essentiellement vibe codé. Et on voit le désastre que ça l'a mené. Le système n'était pas prêt. Bref, c'était pas un système qui était fait pour aller en production et ça l'a mené un peu le désordre dans lequel on voit de Auditor, qui est justement, c'est l'autre partie, qui est un service-ish qui permet justement de configurer la sécurité, qui vous aide à améliorer votre posture et qui justement vous soustrait des problèmes de sécurité qui potentiellement pourraient affecter votre code. Donc, il y a du négatif et il y a du positif. Donc, on commence aussi à voir des éléments AI ou d'autres logiciels qui permettent justement
améliorer le code par rapport à ce genre de choses-là. Fait qu'on est dans une course qui permet des deux côtés d'arriver à quelque chose, mais ça n'enlève pas le fait que à l'heure actuelle, les compagnies payent des gens pour nettoyer tout le désastre du vibe coding qui est fait de façon massive pour des systèmes de production, on s'entend, là, pour des MVP, ça a sa place parce que ça accélère le prototyping, mais ça, on n'est pas encore rendu avec des systèmes qui sont prêts pour aller en production. Dernier bloc, insolite d'hiver. Puis là, j'ai encore le fait que Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne, veut encore casser le chiffrement des applications de bout en bout. Ça revient souvent, cette discussion-là, sur le fait d'avoir des backdoors, d'avoir des façons de déchiffrer les communications, et ainsi de suite. C'est, pour moi, un relent d'un ancien monde où on était capable de tout écouter. Et comme ils sont de moins en moins capables de tout écouter, ben, l'élément le réflexe, c'est de revenir au fait qu'on doit réécouter encore et de mettre les mesures en place pour que l'État se donne la capacité de réécouter. Ce qui amène à ce genre de choses-là, on le voit en Angleterre, au Royaume-Uni, où ils ont eu une loi comme ça qui a finalement été abandonnée de par la pression des Américains notamment, mais pas exclusivement, puisque elle est difficilement applicable, elle est dans un univers particulier et on va probablement créer deux classes de citoyens, ceux qui sont capables, malgré le blocage, d'utiliser des moyens qui passent à côté des backdoors qui sont mis en place, et les citoyens qui, eux, sont pénalisés et ne sont pas capables de passer à côté, donc d'augmenter la surveillance des citoyens. Ça ne veut pas dire qu'on va réduire le crime parce que les criminels vont utiliser d'autres moyens, donc c'est juste une course sans fin. Et je pense pas que c'est le meilleur avenue pour arriver à bloquer la criminalité ou le type de criminalité qui est visé. Je pense qu'il y a d'autres façons qu'on peut arriver, puisque de toute façon, on va juste les repousser dans une autre façon de fonctionner qui va rendre ça encore plus difficile, et que d'un point de vue législatif, on aura encore moins de poignées pour réussir à stopper ces criminels-là, puisqu'ils vont basculer dans des univers beaucoup plus obscurs, beaucoup plus secrets et moins visibles. Donc, on est dans un contexte. C'est comme la course, mais je pense pas qu'on est sur le bon chemin pour régler le problème qui est voulu en l'occurrence. Un nouveau livre de Schneier qui est Rewiring la démocratie, qui sort en octobre. Donc intéressant, c'est toujours intéressant de le lire puisque c'est quand même un bon visionnaire du domaine, ça fait longtemps qu'il est là. Il a un regard très tranchant et très profond sur les choses, donc c'est toujours une lecture inspirante de faire. Et finalement, plus dans l'insolite que dans le divers. J'ai tombé sur un article dans Acadé qui fait l'apologie de IRC, Internet Relay Chat. Ce qui me rappelle mon jeune temps, ou en tout cas mes débuts sur Internet, dans lequel c'était le moyen de communication par excellence qu'on utilisait avec des forums, puis on était sur Undernet, Fnet, Dalnet, ainsi de suite, qui sont les très très vieux réseaux. Je ne sais même pas s'ils existent encore d'ailleurs. Dans lesquels on était dans des salles, on chattait, puis il y avait des get-together, puis des éléments comme ça qui étaient associés à cette communauté-là semi-geek. Parce que ce n'était pas nécessairement juste des geeks qui étaient là-dedans, mais ces éléments-là, dont le fait, puis j'avais promis l'an dernier, pratiquement à pareille date, de mettre en œuvre un serveur IRC, ce qui est vrai, il est fait. Par ailleurs, je ne l'ai pas terminé de configurer encore, j'ai laissé traîner un peu parce que d'autres projets se sont montrés, ne sont pas été le bout du nez et m'ont fait oublier de mettre en œuvre. Je m'engage verbalement de le mettre en œuvre dans les prochains jours, semaines pour mettre ça, puis je l'annoncerai officiellement quand le serveur IRC associé au Polysecure sera disponible et on pourra aller être nostalgiques tous ensemble dans cette petite chose-là. Merci de m'avoir écouté. J'essaie d'être plus succinct. Je suis encore à peu près dans les mêmes temps que de la dernière fois. Je suis en train de prendre mon air d'aller sur comment trier mes nouvelles, comment faire mes choses. Par ailleurs, j'ai des problèmes d'infrastructure, donc ça ralentit globalement un peu tout ce que je fais, mais bon, ça va promettre de se régler dans les prochains jours et semaines également. Je travaille pour rétablir l'ensemble de mon infrastructure qui héberge le podcast notamment et incluant les autres services connexes. Merci beaucoup.